On reste dans les langues latines, mais on va passer à Ovidiu Comlot, qui traduit du français vers le roumain, et qui est également poète et traducteur. Et il va nous parler de sa traduction et son travail sur Georges Perec. Quand j'ai relu un peu vos dossiers pour me préparer, j'ai trouvé une très très belle phrase, je crois qu'il y a aussi une bonne description d'une résidence de traducteur que tu me permets de citer. Les traducteurs, bien que solitaires, nous sommes toujours solidaires. Et oui, voilà, j'ai trouvé ça très joli. Et merci beaucoup, Ovidiu Comlot. Je suis très joyeux d'être ici, devant et parmi vous. Et je dois vous témoigner que la deuxième semaine d'octobre 1974, un certain Georges Perec a voyagé avec le réalisateur Bernard Keisen à Thonon-les-Bains, juste de l'autre côté du lac Léman, pour une projection de leur film Un an qui dort au Festival du film local. Donc c'était en 1974. Exactement ça. Et un an et demi avant, Perec a publié La boutique obscure. Il s'agit d'un texte sous contrainte onirique. En fait, c'est le tout premier journal de rêve ou nocturnal, ou ce qu'on pourrait appeler onirographie, un document personnel qui devient plus littéraire que sotériologique. En effet, l'écrivain avait suivi une analyse avec Jean-Bertrand Pontalis, le psychanalyste parisien, et à la suggestion du thérapeute, il a noté ses rêves, en arrivant à la conclusion qu'à partir d'un point, il rêve de façon provoquée, et surtout textuelle. Perec disait, à propos de la boutique obscure, qu'il n'y a plus de travail du rêve dedans, au sens psychanalytique du terme. Il y a une écriture qui empêche le rêve d'être ce qu'on appelle la voie royale freudienne. Pour cet onirographe, écrivain, transcripteur de rêve assez atypique, le rêve est perçu comme étant déjà écrit. Or, cela veut dire que sa transposition est dès le début une transcription, une hyperécriture, donc une traduction déjà. Les problèmes que j'ai eus pour traduire les récits des rêves de Perec visent des difficultés d'ordre sémantique. Il y a bien sûr plein de jeux de mots, contraintes textuelles, oedipiennes, péréquiennes, et des difficultés morphosyntactiques. Et on peut constater cela déjà depuis le titre du recueil. Donc, le titre complet, c'est La boutique obscure, 124 rêves. Et ce boutique obscure provient de la fameuse Via delle Botteghe Oscure de Rome. Parce qu'au Moyen Âge, cette rue était le siège de nombreuses activités artisanales exercées dans autant de pièces sombres puisque dépourvues de lumière. Ainsi, après qu'une première variante en roumain, Buticul Întunecos, ça veut dire littéralement la boutique sombre, donc après qu'une première variante s'est avérée inappropriée, même en gardant le format original, après que la suivante, Buticul din Umbra, la boutique de l'ombre, a fait ressortir encore plus les connotations péjoratives du nom boutique en roumain, justement par son rapprochement avec une syntagme capable de contenir l'ambiguïté du français obscur, sombre mais indéfini aussi. J'ai opté finalement pour Atelierul din Umbra ou l'atelier de l'ombre. Donc j'ai changé un peu. Car plus qu'un magasin aux articles de petites séries, on entend par boutique l'endroit intérieur où il est produite, rêvée, écrite, traduite l'œuvre d'un artisan.
Et j'ai choisi trois extraits assez courts pour que vous puissiez vous faire une idée sur trois techniques péréquiennes. Il s'agit de la superscription, puis j'ai choisi un extrait où on peut reconnaître un certain effet comique. Et pour finir, l'incontournable disparition, parce que si on parle de Pérec, il doit y avoir une disparition. Et je vais lire les trois extraits de façon un peu bilingue. Je vais commencer avec le français et puis je vais lire en roumain pour que vous puissiez mieux voir le trajet de la langue source à la langue cible et peut-être même les comparer un peu les deux. Donc le premier extrait vient du rêve numéro 24. Et je vais faire un peu de la pantomime des signes. Donc, sur le sol des chats, au moins trois, toute petite boule de fourrure. Je crie. J'avais bien dit que je n'aurais jamais de ça, chat, ici. C'est la superscription, chat, ça. Je prends un des chats, je vais à la porte et je le jette dehors. Je m'aperçois alors qu'il y a entre le sol et la porte un espace assez grand pour laisser entrer un petit chat. Et maintenant, en roman. Pe podea pisici. Cel puțin trei. Mici bulgărași de blagă. Strig. Am spus doar că nu vreau niciodată pisicanie aici. Donc la superscription en roman. Iau una dintre pisici, mă duc la ușă și o azvâr la afară. Îmi dau atunci seama că între podea și ușă există un spațiu destul de mare pentru a lăsa să intre un pisoi. Le deuxième extrait, c'est le rêve 48, pour l'effet comique. Je cherche le prêtre, qui n'y est pas, mais je le vois soudain. Il se cache en haut de sa chaire. Il vient vers moi et me dit « Je veux être père. » Mais non, vous ne pouvez pas, vous êtes curé. Il répond que ça ne fait rien. Et en roman, îl caut pe preot, care nu e acolo, dar deodată îl văd. Se ascunde la înălțimea amvonului. Vine spre mine și îmi spune, vreau să fiu părinte. Dar nu puteți, sunteți popă. Răspunde că nu contează. Et enfin, le rêve 95. Cela commence par des remarques anodines. Mais bientôt, il faut se rendre à l'évidence. Il y a plein de E dans la disparition. On en voit d'abord un, puis deux, puis 20, puis 1000. Je n'en crois pas mes yeux. On peut penser que je rêve. On regarde à nouveau, plein de E. Tout de même. Mais de nouveau, si. En voilà un autre, et encore deux autres, et de nouveau plein. Comment se fait-il que personne ne s'en soit jamais aperçu? Et en roman, totul începe cu remarci neînsemnate, însă trebuie curând să se accepte evidența. Sunt o grămadă de euri în dispariția. Se vede mai întâi unul, apoi doi, apoi 20, apoi 1000, nu îmi cred ochilor. S-ar putea crede că visez. O nouă privire, nu mai sunt euri. Chiar și așa. Dar din nou, ba da, uite unul, un altul și alți doi și din nou o grămadă. Cum se face că nu și-a dat nimeni seama?
Et je vais vous retenir encore 2 minutes parce que ce matin, je suis arrivé à finir un poème que j'ai écrit ici à Lavigny et je vais lire aussi ce poème pour vous. Et en fait, j'ai commencé l'écriture de ce poème le jour de l'Ascension et je le finis le lundi de Pentecôte. Donc, le poème s'appelle Soleil nocturne des traducteurs descend. Parmi les vignes à Lavigny, dans ce château où tant de voix redonnent fruit, dont ensuite on se régale, comme si nous avions tous franchi le cercle littéraire polaire, au cœur du lac rosé pour le vent à venir. Un soir, l'aurore est descendue jusqu'à chez nous. Au fil des langues qui tombent du ciel, telle source ou cible d'un même français royal, qui veut qu'on voie la lumière en pleine nuit, il nous arrive de bien rater la lune, et on attend les livres d'or d'auteurs mûrir, quand les raisins exploseront à la Suisse. Merci.